même temps qui demanderaient chacune à peu près 1 heure pour être traitées. D'abord, quand vous dites il y a une autorité naturelle du droit, non. Le droit, c'est du droit parce qu'on y croit. C'est quoi la définition juridique d'une révolution ? Une révolution, c'est lorsqu'on cesse de croire que la Constitution a une quelconque autorité. Prenez 1870. En 1870, la Constitution du Second Empire n'a pas du tout été abolie, mais il y a 3 gugus qui se réunissent à l'Hôtel de Ville qui disent « Nous sommes la République » et on les croit. Les chambres sont en train de siéger, mais personne n'y fait plus attention. Le droit, c'est un texte, mais l'effectivité de ce texte, ce qui transforme ce texte en norme, c'est une croyance sociale. Si je cesse de croire que le droit est le droit, il n'y a pas de différence entre le code pénal et les aventures de Louis en Pléiade. Ce qui devrait être mis en Pléiade. Mais bref, vous comprenez l'idée. C'est-à-dire qu'au fond, si on prend le droit européen et on y revient, il y a en effet une forme d'acceptation de ce droit, acceptation des institutions, acceptation des différentes structures administratives, acceptation des citoyens, qui fait que ça tient. Mais il en va de même du droit national. Et là, on pose la question de la légitimité du droit, de sa validité et de sa potentielle caducité. Si on prend l'aspect international de votre question, je ne suis pas spécialiste de droit international ni de relations internationales. Je pense que d'autres sur cette tribune vous répondront mieux, mais le droit international, ça repose également sur un consentement des États, souvent appuyé sur un super gendarme. Le super gendarme, à la fin de l'Antiquité, c'est l'Empire romain, qui adore parler de droit international, qui reçoit l'Hérodien et Pergame en disant « Ah bah oui, en effet, on vous enquiquine, on va intervenir au nom du droit international. » Et quelques années après, eh bien, il annexe tout ça. Aujourd'hui, on a un super gardien, un super gendarme qui n'était pas forcément très bienveillant il y a 20 ans, mais qui jouait d'une certaine façon le jeu, qui aujourd'hui a cessé de le jouer. Et donc la question, c'est comment est-ce que vous construisez, entre guillemets, j'aime pas cette notion, mais une communauté internationale, ou en tout cas un ordre international qui ne repose plus sur ce super gendarme. C'est pas si évident. Il y a 2 façons, mais encore une fois, d'autres vous répondront mieux là-dessus, de faire fonctionner ce type de structure, soit un équilibre international, un équilibre de puissance, c'est le modèle du 19e siècle, auquel cas les États ont intérêt au maintien d'un ordre et l'équilibre entre puissances permet de maintenir à minima cet ordre, ou bien vous avez le modèle de l'hégémone. Le modèle de l'hégémone semble être, à mon sens, passé. Dernier point sur ce que vous évoquiez concernant, je dirais, l'état de droit en lui-même. Est-ce qu'il y a une crise de l'état de droit ? On n'a jamais eu autant de droits. Et on n'a jamais eu un juge qui, par bien des aspects, s'est glissé dans toutes les affaires politiques, etc. Là, il y a 2 éléments. C'est-à-dire que oui, il y a un caractère extrêmement proactif du juge. Il faut bien comprendre que l'état de droit, c'est 2 choses en fait. L'état de droit au sens formel, c'est la hiérarchie des normes. La Constitution est supérieure aux lois organiques, est supérieure aux lois, qui est supérieure aux actes réglementaires. En gros, très bien. Ça, on en a besoin, sinon il y a tout qui s'effondre. Vous avez ensuite la notion d'état de droit au sens matériel. L'état de droit au sens matériel, c'est notamment tout ce qu'on considère comme étant des principes sacrés auxquels on pourrait déroger. Certains sont importants. Il n'y a pas de démocratie sans certains droits fondamentaux garantis. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'opinion. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'aller et venir. Si jamais on remet en cause ces droits, c'est toute notre démocratie qui dysfonctionne. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de démocratie sans un minimum de liberté garantie. Après, ces dernières années, il est vrai que, à travers la jurisprudence ou à travers la constitutionnalisation de l'introduction à tour de bras dans les traités, on est venu à une hypertrophie de ce que l'on pouvait introduire dans des normes qui étaient des normes tout en haut de la hiérarchie des normes. Et en faisant ça, vous bornez le champ de la démocratie et vous prenez le risque de borner également l'adhésion démocratique au droit même. Et on revient sur le début de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire à quel moment l'état de droit apparaissant comme tellement paralysant que certains ont la tendance de jeter le bébé avec l'eau du bain et de considérer qu'au fond, ce qui est la base de l'état de droit, c'est-à-dire le respect de la chose jugée et le respect des normes, devient quelque chose d'optionnel.
si vous considérez que, en matière d'immigration, on ne peut rien faire parce que le Conseil constitutionnel, la CEDH ont dit non. Qu'en matière économique, on ne peut rien faire parce que la CJE et etc. ont dit non. Qu'en matière, etc. Et qu'au bout du compte, le politique ne peut plus agir. Le risque, in fine, c'est que vous n'ayez plus d'adhésion et qu'à ce moment-là, ce soit l'ensemble de l'état de droit qui soit fragilisé. Et je crois qu'on arrive aujourd'hui à ce stade-là. Je terminerai là-dessus. Le juge est en partie coupable. C'est-à-dire que le juge a en effet multiplié une jurisprudence qui a été de plus en plus engonçante, mais le politique l'a également été. Je vous donnerai un dernier exemple pour terminer, mais il y a quelques années, au moment où Emmanuel Macron voulait introduire l'environnement à l'article 1er de la Constitution, j'avais été auditionné par un groupe parlementaire, on était 3 juristes, et en gros, on a fini par demander aux parlementaires, mais vous pensez quelle va être la portée jurisprudentielle de la chose? Ils étaient pour. Ils nous ont dit, bon, on ne sait pas, mais l'environnement c'est important. Et oui, mais, excusez-moi l'expression, mais bon sang, imbécile, le jour où ensuite le Conseil constitutionnel en tirera quelque chose, eh bien, qu'est-ce qui se passera? Les politiques seront les premiers à dire non mais vous plaisantez, c'est une horreur. Les mêmes qui ont voté la charte de l'environnement ensuite se plaignent des conséquences et de l'application dans le cadre de la loi du plomb. C'est pas une invention jurisprudentielle la charte de l'environnement, c'est le politique qui l'a mis. Et tout le monde était très content parce que l'environnement c'est important. Mais derrière ensuite il faut en assumer les conséquences. C'était bien avant, c'était sous Chirac. Bien sûr, mais bien sûr, mais je parle de la loi du plomb et de l'application à ce moment-là de la charte de l'environnement dans le cadre de la censure qui a eu lieu. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une forme de schizophrénie du politique qui est extrêmement heureux d'introduire à tour de bras des dispositions dans les normes fondamentales et qui ensuite en est le premier à s'en plaindre en disant « mais regardez, le juge est extrêmement méchant parce qu'il en a tiré des conséquences ». Donc il faut là-dessus que le politique soit plus rationnel et considère qu'en effet, quand on constitutionnalise, pourquoi pas, mais on le fait d'une main tremblante, on le fait en se posant la question des conséquences jurisprudentielles effectives, c'est rarement le cas. C'est bien dit.